Aujourd'hui, on va parler des EMP et des armes et dégâts de distorsion. Mais pour dire quoi au juste? Puisqu'après avoir discuté avec d'autres joueurs, regardé des vidéos, voire même conduire plusieurs tests vous-même, vous en êtes certainement arrivé à la conclusion comme quoi les dégâts de distorsion n'avaient de nouveau plus aucun effet depuis la 3.17. Et puis vous êtes tombé sur une vidéo de Mongrel Squad et patatras, toutes vos théories sont tombées en morceaux. Comment diable font ces mecs pour continuellement désactiver des vaisseaux comme des C2, des Caterpillar et autres constellations alors que vous n'arrivez même pas à éteindre un putain de prospector dans votre Vanguard Sentinelle? En voilà un propos qu'il est important lorsque l'on est un pirate, et l'un de ceux que j'avais déjà traité il y a quelques mois de cela pour la 3.14, mais qui a une fois de plus changé au cours des derniers patchs, notamment avec la 3.16 puis la 3.17. Et c'est ce que je vous propose d'expliquer dans cette vidéo. Salut à tous, ici le Baron of Murk. Pas besoin d'être un extraordinaire observateur pour constater parmi toutes les vidéos où je joue avec mes frangins de Mongrel Squad que notre composition de vaisseaux standard lors de toutes ces attaques de piraterie contient à tous les coups des vaisseaux équipés de MP, et que notre but à chaque fois consiste à les utiliser pour désactiver les vaisseaux de nos cibles. Quand je parle de désactivation, que l'on soit clair, ça signifie couper totalement la power plant et donc l'énergie du vaisseau en question. Plus de boucliers, plus d'armes, plus de moteurs, plus de lumière, plus de son, plus d'images, bref, le shutdown complet. Mais si vous êtes nouveau sur Star Citizen ou encore nouveau sur la chaîne et peu au fait des tactiques de piraterie dans SC, vous vous poserez certainement la question du pourquoi nous cherchons nécessairement à désactiver nos cibles. Alors qu'il est vrai que quand il s'agit d'extorquer un mineur ou un trader de cargo dans le jeu, n'importe quel vaisseau équipé d'armes est une menace suffisante pour dire à un autre joueur « Envoie-nous immédiatement X-Grady ou nous te détruisons dans la minute ». C'est d'ailleurs un commentaire que j'ai vu souvent revenir paraffer certaines de mes vidéos après que nous nous soyons donné beaucoup de mal à désactiver une cible, et qui dit en substance « Tout cela pour ça, vous vous prenez vachement la tête alors que vous auriez pu avoir un résultat exactement identique en utilisant des Gladius plutôt que vos Warlocks à la ramasse ». Eh bien, le résultat est identique en effet à l'heure actuelle quand il s'agit d'extorquer ou de rançonner des cibles, mais l'heure est sur le point de changer. Car avec l'arrivée imminente du Cargo System Refactor, les extorsions vont en partie devenir une tactique du passé. Ou une tactique de pirate à la petite semaine, car une fois que nous aurons enfin la capacité de transférer du cargo d'un vaisseau à un autre, le vrai business qui fera juter des Alpha UEC avec la piraterie va consister à prendre des cibles intactes et transborder tout ce qu'elles contiennent de leur soute vers nos appareils. Mais comment effectuer ce transbordage en étant devenu maître du vaisseau de la cible? Et comment devenir maître du vaisseau de la cible? Au moyen d'un abordage hostile pour neutraliser les occupants. Comment réaliser cet abordage? Après les avoir immobilisés totalement. Comment les immobiliser? En désactivant leurs composants au moyen des EMP. Ça rentre? Maintenant, si vous êtes un bon observateur, ou plus au fait des dernières techniques de piraterie, il ne vous aura pas échappé non plus que depuis quelques mois, la tactique que nous utilisons pour désactiver totalement un vaisseau a changé. Nous sommes passés de ce que nous appelions la suppression EMP, avec 3 Warlocks tirant l'un après l'autre un blast à la chaîne toutes les 25 secondes pour que la cible ne se réactive plus jamais, désormais à la tactique bien plus difficile du Burst EMP, où les 3 Warlocks tirent leur blast exactement au même moment pour mettre la cible KO pendant suffisamment longtemps et permettre dans l'intervalle un abordage. Eh bien, nous avons beau tryhard chez Mongrel Squad, la piraterie est déjà suffisamment compliquée comme cela et nous n'employons pas des tactiques plus difficiles et plus périlleuses que nécessaire simplement pour le plaisir du sport. Si nous avons mis au point cette nouvelle formation de vol, c'est que les choses ont changé, et on va donc voir tout cela en détail aujourd'hui, en commençant par récapituler les bases, puis faire un point sur ce qui n'a pas changé depuis la 3.14, et enfin, on terminera par ce qui a changé et nécessite une fois de plus que l'on s'adapte. Allez, on est parti. Comme il y a toujours des petits nouveaux qui font leur apparition, je commencerai par les bases concernant les dégâts de distorsion et leurs effets.
C'est important de toujours récapituler pour être certain d'avoir tout bien compris, mais si le sujet n'a plus aucun secret pour vous, alors je vous conseille de passer directement au chapitre suivant. Pour faire simple et direct, il existe plusieurs types de dégâts dans Star Citizen, comme les dégâts létaux, des armes laser ou balistiques, conçus pour détruire la cible et chacun avec leur spécificité. Les lasers rechargent à l'infini, les balistiques passent partiellement au travers des boucliers. Mais il existe aussi d'autres types de dégâts déjà en jeu, mais généralement moins connus. L'un d'eux étant les dégâts de distorsion, que vous pourrez croiser sous deux formes. Leur forme conventionnelle d'armes d'emport classique qu'il est possible d'installer sur tous les vaisseaux, comme les repeaters à distorsion de la série des XJ, les canons à distorsion de la série des Sucker Punches ou encore les scatterguns à distorsion comme le Salvation ou le Absolution. Et puis, on peut aussi les croiser sous la forme exotique que sont les EMP, ou aussi dénommés Distortion Pulse, réservés à une poignée de vaisseaux. L'Avenger Warlock, le Sabre Raven, le Vanguard Sentinel, le Anvil Hawk et enfin le Cyclone AA. La spécificité des dégâts de distorsion, en dehors d'être des armes à énergie qui rechargent indéfiniment comme les armes laser, c'est qu'ils ne font aucun dommage à la coque d'un vaisseau. Et vous pourrez vider magazine après magazine sur quelqu'un sans jamais le faire exploser, parce que la destruction n'est pas leur vocation. Leur vocation, c'est la déstabilisation. Ils ont deux effets notables. Ils sont capables 1. D'infliger des dégâts directs au bouclier de votre cible, 2. D'infliger des dégâts de distorsion aux composants de votre cible, donc générateurs de boucliers, power plants, coolers et quantum drive. Et si les dégâts sont suffisants, forcez ces composants à s'éteindre pendant un laps de temps. L'effet sur les boucliers peut être sympa, voire impressionnant, lorsque par exemple les boucliers d'un petit chasseur s'évaporent intégralement après le tir d'un EMP à courte portée. Mais cette tactique reste somme toute pas très efficace. C'est l'effet sur les composants que vous devriez toujours rechercher lorsque vous choisissez d'emporter des armes à distorsion, car le fait de forcer les composants de votre cible, comme ses générateurs de boucliers, voire sa power plant, à s'arrêter pendant un temps qui peut parfois atteindre plusieurs minutes est absolument surpuissant. Maintenant, concernant leur utilisation en combat, les armes à distorsion conventionnelles fonctionnent comme toutes les armes d'emport classiques, tandis que les EMP doivent être allumées avant d'être utilisées. Pour ce faire, vous devrez aller mettre le nez dans vos MFD, menu Weapons, puis démarrer le générateur d'EMP. Ce dernier sera normalement rattaché à votre second groupe d'armes, et les interactions se feront en cliquant sur votre deuxième gâchette, quel que soit le contrôleur que vous utilisez. Un clic lancera le chargement de l'EMP, un second clic enverra le blast. Aussi simple que ça. Les EMP sont donc des armes qui doivent être chargées avant d'être utilisées, et je vous conseille grandement d'attendre que la charge soit au maximum avant de tirer votre blast, car les dégâts que vous infligez seront proportionnels. Une dernière recommandation, les EMP sont des armes puissantes, mais le timing lors de votre tir est important, car leur portée reste assez courte, et surtout, il existe un infime laps de temps d'environ 1 seconde entre l'instant où vous appuierez sur la gâchette et le moment où le blast sera libéré. À la vitesse où vont les combats dans SC, et sans même prendre en compte la D5, 1 seconde peut vite signifier plusieurs centaines de mètres et faire la différence entre une attaque EMP réussie ou ratée. Évidemment, tout n'a pas complètement changé non plus. Premièrement, les statistiques des armes conventionnelles à distorsion et des EMP, que vous pourrez consulter évidemment sur le site Hercule, n'ont pas vraiment été modifiées. Les armes d'emport conventionnelles font des dégâts qui restent selon leur taille de quelques centaines de DPS, pour une portée comprise entre 1225 et 1540 mètres, sauf pour les scatterguns avec une portée de seulement 400 mètres, ce qui soit dit en passant les rend vraiment inutiles dorénavant, et la vitesse des projectiles est la même que pour tous les autres types d'armes, comprises entre 700 et 1400 mètres par seconde selon que l'on utilise des canons ou des repeaters. Cependant, toutes les armes à distorsion conventionnelles provoquent une explosion à l'impact, avec un radius compris entre 7 et 13 mètres de rayon, ce qui peut paraître impressionnant, mais en fait pas vraiment, puisqu'une fois de plus, ces dégâts ne sont pas létaux. Oh no, they saw me. Yeah. Shh.
Hazard get a party invite I'm when dead. possible, please? Oh. Okay. Ce radius est avant tout indispensable à ces armes pour pouvoir toucher et avoir un effet sur les composants d'un vaisseau qui sont toujours situés à quelques mètres sous la coque, et donc le point d'impact des projectiles. Les dégâts de distorsion doivent toujours cibler et toucher les composants des vaisseaux pour avoir un effet. Et comme les composants ne sont pas encore physicalisés à bord de nombreux vaisseaux, souvent ils sont considérés en plein milieu de la masse sur beaucoup d'entre eux. Mais il existe des dizaines d'exceptions comme sur le Gladius, le MSR, le Caterpillar, le Hercules et j'en passe, où vous devrez toucher une zone précise du vaisseau pour affecter ses différents composants. D'ailleurs, cela peut rendre les composants de certains vaisseaux massifs, comme le Starfarer par exemple, totalement immunisés aux attaques avec des armes conventionnelles à distorsion, car les radius ne sont pas suffisamment larges pour atteindre le centre de leur masse. Concernant les EMP, les blasts se comptent en milliers de dégâts de distorsion en une seule décharge lorsque chargés à plein. La portée est généralement de 750 mètres, mais dans notre expérience, l'EMP du Warlock est largement capable de toucher à quasiment 1000 mètres. Et contrairement à une idée reçue mais fausse, la distance ne réduit pas les dégâts, du moins pour l'instant. La cible en prendra autant pour son grade qu'elle soit à 100 ou 750 mètres. Cette fonctionnalité qui devrait voir les dégâts des EMP réduire avec la distance de la cible est prévue, mais elle n'a pas encore été implémentée. De même que pour les armes à distorsion, les composants de vaisseaux eux aussi possèdent toujours des statistiques, elles aussi consultables sur Hercule. Et bien que ces statistiques et ce qu'elles indiquent n'aient pas vraiment changé, leur valeur numérique si. Mais nous verrons ce que cela implique dans le prochain chapitre. Ici, je vais d'abord expliquer ce que ces statistiques signifient. La première indique le seuil de dégâts de distorsion qui doit être subi avant que le composant s'arrête de fonctionner. La seconde indique combien de temps il est nécessaire à un composant qui a été désactivé avant qu'il ne redémarre de lui-même. Un autre aspect qui n'a pas changé d'un iota, les boucliers actifs bloqueront toujours les dégâts de distorsion s'ils sont dans le passage des projectiles, et dans ces cas-là, malgré le radius des projectiles ou le blast des EMP, la totalité des dégâts seront bloqués et encaissés par les boucliers. La neutralisation des boucliers est donc importante pour avoir l'effet escompté sur les composants. Néanmoins, les EMP sont intéressants dans ce cas de figure car ils fonctionnent d'une manière un peu spéciale. Leur blast sera automatiquement contré et absorbé si toutes les faces des boucliers sont actives, mais si l'une des faces au moins a été neutralisée, alors les dégâts de distorsion du blast auront un effet direct sur les composants comme suit. 1. Si au moins une face a été neutralisée, les dégâts de distorsion de votre EMP iront droit dans les générateurs de boucliers et si ces dégâts sont suffisants, les générateurs s'éteindront. 2. Si au moins 2 faces ont été neutralisées, les dégâts de distorsion iront d'une part dans les générateurs de boucliers, mais également dans les power plants. Et de nouveau, si ces dégâts sont suffisants, les générateurs de boucliers seront désactivés, mais les power plants le seront aussi. Maintenant, les effets des dégâts de distorsion sur les composants se manifesteront toujours de la manière suivante. Lorsque les générateurs de boucliers sont désactivés, vous verrez les faces restantes des boucliers de la cible, s'il en reste, être neutralisés instantanément et ils ne rechargeront tout simplement pas, quelle que soit la puissance qui leur est allouée, jusqu'à ce que le générateur redémarre. Si la power plant est touchée, mais pas suffisamment pour s'éteindre, il est possible que les MFD du vaisseau se mettent à clignoter, voire à devenir tout noir pendant quelques secondes avant de repartir, mais sans plus. Par contre, si la power plant est désactivée, les MFD ainsi que tous les systèmes du vaisseau s'éteindront, mais ce coup-ci jusqu'à ce que l'énergie revienne et il en sera de même pour les moteurs. Good Timing, effect. this is the Kemakan. Yeah, but he's going down. I'm Yep. disabled as well. I was too close. Le vaisseau ne répondra plus aux commandes du pilote, il ne pourra plus manœuvrer. Il se mettra à dériver s'il est dans l'espace ou à tomber en chute libre s'il est en atmosphère. Tous ces effets sur les composants sont également visibles pour le vaisseau qui tire les EMP en surveillant vos MFD lorsque vous avez verrouillé quelqu'un. La valeur de la signature EM fera des chutes et des pics lorsque les composants sont désactivés ou qu'ils redémarrent.
Une cible dont les power plants ont été désactivés et qui est totalement éteinte verra sa signature EM tomber jusqu'à atteindre 0. En tirant avec des armes à distorsion, vous verrez aussi parfois la signature IR de la cible se mettre à augmenter. Cela signifie que vous êtes en train de toucher ces coolers, et si ces derniers s'arrêtent, les power plants s'arrêteront d'elles-mêmes dans la foulée pour éviter une surchauffe catastrophique. Le résultat sera le même, un arrêt complet et durable du vaisseau. En 3.16, CIG a réintroduit les effets des armes conventionnelles à distorsion sur les composants, et le temps de ce patch, elles sont devenues extrêmement méta. En effet, les dégâts de distorsion étaient devenus particulièrement puissants, avec des petits chasseurs capables de désactiver et garder désactivés des corvettes comme le Hammerhead, rien qu'avec leurs armes à distorsion conventionnelles, tout simplement en neutralisant les boucliers, puis en tirant sans discontinuer sur les composants de la cible. Et il s'agissait exactement de la même chose avec les EMP que nous utilisions depuis des lustres, avec un tir toutes les 25 secondes pour que la power plant de nos cibles n'ait plus aucune chance de redémarrer tant que nous maintenions le rythme. Finalement, en 3.17, CIG a donc implémenté un nerf sévère censé empêcher ce genre d'ineptie, et qui est à l'origine de la rumeur disant que les dégâts de distorsion ont été enlevés du jeu. Mais ce que nous avons d'abord envisagé comme un nerf n'était en fait qu'un changement de paradigme. Ce que CIG a enfin implémenté, ce sont les dégâts de distorsion tels qu'annoncés dans un post Spectrum prophétique de 2017, parlant de la 3.0. Et je cite, « Les dégâts de distorsion encaissés par un composant seront également proportionnels au niveau de performance du composant en question, tel qu'on peut le fixer en passant par les MFD. Donc si un composant ne fonctionne qu'à 10% de ses capacités lors de l'EMP, il ne prendra que 10% des dégâts. Si un composant est éteint ou déjà neutralisé, alors il est totalement immunisé aux dégâts de distorsion jusqu'à ce qu'il redémarre. Il est donc devenu impossible de désactiver éternellement un vaisseau. Il existe toujours un moment après une désactivation où les composants du vaisseau finiront invariablement par purger tous les dégâts de distorsion qu'ils ont pris, puis par repartir. De plus, parallèlement à cet énorme changement, toutes les statistiques des composants concernant leur comportement face aux dégâts de distorsion ont été changées sans exception. Et bien que je ne me lancerai pas dans une analyse longue et exhaustive composant par composant, que je vous conseille par ailleurs de faire vous-même avec les générateurs de boucliers et power plant que vous voyez le plus fréquemment sur vos cibles, voici des tendances que l'on peut dégager de ces changements. Premièrement, les générateurs de boucliers n'ont pas été buffés mais nerfés, grandement même. Les générateurs de boucliers sont les composants qui nécessitent qu'on leur inflige le moins de dégâts de distorsion avant qu'ils ne subissent un arrêt. Généralement entre 1000 et 2000 points de dégâts pour la plupart d'entre eux. Et leurs temps de restart sont de loin les plus longs, avec des durées qui vont de 1 minute 30 à 10 minutes pour les plus gros. Au contraire, les power plants et les coolers ont été grandement buffés, et le seuil de dommage pour les désactiver est réellement devenu énorme. Généralement entre 3 et 4000 points de dégâts, mais aussi pour certains, plus de 7000 points de dégâts. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois désactivées, les power plants les plus grosses, comme celles que l'on voit sur les vaisseaux cargo habituels, mettent beaucoup plus de temps à redémarrer. Un bon 45 à 90 secondes, et si vous êtes rapide et bien coordonné, cela peut être un temps suffisant pour procéder à un abordage. En conclusion, on voit que l'intention de CIG derrière ces nouvelles mécaniques qui gouvernent l'emploi des dégâts de distorsion est désormais d'être en mesure de neutraliser les boucliers d'un vaisseau hostile dans un scénario de combat classique, sans toutefois pouvoir être capable de totalement le mettre KO en désactivant sa power plant ou ses coolers, comme cela était trop facilement possible en 3.16. Désactiver un vaisseau reste toutefois possible, mais la manœuvre demande une grande coordination car dans la plupart des cas, les armes à distorsion conventionnelles sont totalement dépassées et incapables, à moins d'en apporter un nombre totalement absurde, tandis que même les EMP sont devenus obsolètes étant donné qu'un seul blast n'est plus capable de désactiver la majorité des power plants en un seul coup. Et vous devrez donc en utiliser plusieurs et tirer leur blast exactement au même moment pour mettre à bas un gros vaisseau.
car le dernier changement, c'est que les composants purgent extrêmement rapidement les dégâts de distorsion qui sont insuffisants pour les désactiver. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour sur un autre sujet critique en ce qui concerne la piraterie, et je vous ai montré comment CIG a rendu la désactivation des vaisseaux pour les aborder bien plus difficile, en réalisant en partie ce que j'appelais de mes vœux déjà à l'époque de la 3.14, c'est-à-dire avec des composants plus compliqués à désactiver et qui demandent plus de MP ou de puissance de feu, mais qui une fois éteints, le restent longtemps. Et cela n'a au final rien d'étonnant, car avec le Cargo System Refactor, nous avons toutes les chances de voir la piraterie enfin commencer à rapporter des crédits. Et les développeurs ne sont pas complètement dingues. Ils ne veulent pas que la manœuvre soit d'une part trop facile et d'autre part possible en solo. Vous aurez donc besoin d'une équipe, de coordination et d'entraînement pour mener à bien vos attaques, mais nous avons toujours su que notre gameplay pousserait le hard mode jusqu'à 11. Donc foncez, faites des erreurs, apprenez de vos erreurs et vous finirez bien par réussir. Du coup, cela sera tout pour moi pour aujourd'hui, mais vous connaissez la musique désormais, et vous savez que je ne suis pas infaillible, donc si j'ai omis un détail ou que je me suis trompé sur un point, car cela peut toujours arriver, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Même chose d'ailleurs si vous avez une question ou que vous voulez tout simplement me faire coucou, car je lis et je réponds à tout ce que vous m'écrivez. Si la vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses, un like n'est pas de refus. Et vous pouvez même vous abonner parce que c'est gratuit et que j'en ai encore en réserve. En attendant, je vous dis bonne chasse et à bientôt. Ciao!